Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Il y avait 11 matchs au programme la nuit dernière, il y a pas mal de choses à discuter. On va commencer par la première grosse perf individuelle de la saison. On a eu les 45 points de Tyrese Maxey dimanche soir. Là, on a eu la barre des 50, 50 points tout rond pour Paolo Banchero, son nouveau record en carrière. Banchero, 50 points, 13 rebonds et 9 passes. Très très grosse performance pour aider le Magic à battre les Pacers 119-115, Théo. Ouais, bah, il était tout simplement inarrêtable dans ce match. Il en avait 37 déjà à la mi-temps. Ce qui était impressionnant, j'ai trouvé, c'est la palette, en fait, la manière dont il a marqué ses points. Banchero, c'est pas, et par exemple, c'est pas, il a pas fait un carton monstrueux de tir à 3 points. C'est vraiment, il a montré l'incroyable attaquant qu'il peut être. Et un peu surpris, c'est marrant parce qu'on parlait hier dans le podcast, tu sais, on disait que les Pacers n'avaient pas trouvé leur identité. Hier, ils n'avaient pas leur identité défensive. En tout cas, ils ont pris énormément de points. Je ne sais plus combien il y a à la mi-temps. Il y a presque 70 points, je crois, pour Orlando. Et 71. voilà, tu vois. Et assez surpris que finalement, durant toute la première mi-temps, il n'y ait même jamais eu de tentative de faire de prise à deux sur lui pour le forcer un peu à lâcher le ballon. Donc voilà, mais magnifique perf de Banchero. Jalen Suggs a aussi été excellent. C'est vraiment enfin, deux des joueurs qui ont contribué à cette belle perf d'Orlando. Ouais, Jalen Suggs, 25 points, 7 passes. Il a mis plusieurs paniers primés, notamment en première mi-temps. C'est vrai que ça a aidé vachement à compenser le fait que Franz Wagner était malade, donc il a joué que 11 minutes. Il a pas vraiment eu son rendement habituel, hein. Il était là pour faire presque de la figuration. Il met quand même 7 points Wagner, mais juste 11 minutes. Et Banchero, du coup, qui a pris le relais avec Suggs. Belle victoire du Magic. Effectivement, les Pacers ont pris beaucoup de points. Je pense que ça a quand même un peu mieux joué en attaque de ce qu'on Ouais. peut lire du box score. Après, voilà, on a beaucoup parlé des Pacers dans le podcast d'hier. Je vous laisse aller écouter ça. 19 points, 9 rebonds et 10 passes, notamment pour Tyrese Haliburton. On avait parlé de son nombre de passes décisives. Mais pour Indiana, c'est la troisième défaite en 4 matchs, alors qu'à l'inverse, pour Orlando, 3 victoires en 4 matchs. Et Banchero, qui a fait un très bon match, un match fantastique, c'est celui-là, et 2 matchs un peu en dedans en termes d'adresse. Mais voilà, qui montre que c'est bel et bien la star que l'on imagine pour le Magic, un joueur qui est capable de prendre un match à son compte, comme il l'a fait hier soir, quoi. Ouais, et ce qui était paradoxal, c'est que finalement, Orlando a quand même dû se battre pour gagner ce match-là, parce que dans le troisième quart-temps, il y a eu Ouais. un énorme run des Pacers qui sont même repassés devant au score. Et dans le troisième quart-temps, pour le coup, c'est Mo Wagner qui a été très bon. Le moment où Orlando finalement a réussi à revenir au score et à repasser devant, il y a un énorme passage de Mo Wagner. C'est intéressant, cette équipe d'Orlando, où savait de toute façon qu'elle était en pleine progression. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match, c'est la manière dont ils ont trouvé des solutions, en fait, même quand les Pacers essayaient de remettre un petit peu le nez à la fenêtre et de venir contester cette victoire. Donc, ouais, très belle victoire d'Orlando. Et je pense aussi, on parlait de la défense des Pacers, que c'était pas non plus le meilleur match défensif d'Orlando. Je pense qu'Orlando est capable de bien mieux défendre que ce qu'ils ont fait hier. Yes. D'ailleurs, 37 points en mi-temps, j'y pense pour Banchero, c'est un record de franchise égalé. C'était Tracy McGrady qui détenait ce record tout seul. Et maintenant, avec Banchero, McGrady, ça remonte à 2003. On peut passer à un autre match avec un choc de la soirée. C'était un choc, en tout cas, annoncé entre Boston et Milwaukee. Les Bucks, presque déjà en crise après 2 défaites contre Chicago et Brooklyn. Milwaukee qui a fait bien meilleure impression, mais qui a tout de même perdu contre Boston, 119-108. Quatrième victoire en 4 matchs pour Boston, porté par un énorme Peyton Pritchard. 28 points à 10 sur 14 au tir, 8 paniers primés, dont un buzzer beater à la fin du troisième carton où justement les Celtics ont fait la différence. Et du coup, nouvelle défaite pour Milwaukee, mais c'est un petit peu mieux quand même, Théo. Ouais, il y avait du mieux. Bah, comment dire, Yanis et Damien Lillard ont été plutôt bons. Il manque quand même toujours une espèce de troisième option, ce qui est logique en l'absence de Chris Middleton. Ce qui est intéressant du côté des Celtics, c'est que pour le coup, tu sais, on parle d'équipes qui cherchent leur identité. Les Celtics, ils connaissent leur identité, ils savent que ça passe par le tir à 3 points et que ça rentre ou que ça rentre pas, ils vont continuer à en prendre beaucoup. Hier, ils font pas un bon match vraiment à 3 points. Ils font 18 sur 47. Quoi que si, je te dis, non, Si, ça reste 18-47, correct, 38% quand même. 38%. Ça reste correct, excusez-moi. Par contre, voilà, il y a un volume de tir à 3 points qui est monstrueux. Et finalement, bah, ça a été la clé de la victoire pour Boston avec la perf dont tu parlais de Pritchard. Oui, en fait, c'est Pritchard qui remonte vachement leur pourcentage. Par exemple, Jason Tatum est passé à côté, il est à 1 sur 8, il met que 15 points. Il y a 30 points de Jalen Brown quand même, qui a pas mis un 3 points pour le coup, qui a provoqué beaucoup de fautes. Mais Pritchard, ouais, il monte en puissance. Et alors, il s'était troué sur le premier match, notamment parce qu'il a
tenter au moins 7 paniers à 3 points pour battre le record du nombre de paniers à 3 points sur un match pour une équipe. Et il avait vu qu'il était sur le terrain, lui, il a dû en prendre un paquet. Mais là, depuis, il est quand même chaud patate. Il avait fait un très gros match contre Détroit où il avait mis 19 points en 19 minutes en artillant de loin. Il avait déjà mis 15 points contre Washington et là, 28 points. Donc voilà, Peyton Pritchard qui confirme que c'est un vrai membre à part de la rotation et que c'est un vrai bon joueur finalement. C'est Ouais, Peyton ça c'est Pritchard. marrant parce que quand tu regardes le box score sur le banc de Boston, t'as que des 0, 0, 0, 0, 0, 0, et puis boum, t'as 28 points de Pritchard et 2 points de Walsh. Donc c'était vraiment, voilà, c'était le Big Six de Boston qui a fait la différence. Tu parlais de Milwaukee, oui, il y a quand même eu du mieux dans ce match-là. Euh, une meilleure efficacité effectivement globalement dans offensive. Par contre, voilà, c'était quand même pas suffisant pour venir contester Boston, mais c'est un petit peu rassurant par rapport à ce dont on parlait hier. C'est pas honteux de perdre contre Boston, surtout quand t'as pas ton effectif au complet. Mais voilà, à suivre pour Milwaukee, c'est quand même toujours aussi incertain, je trouve. Yes, 33 points, 7 rebonds, 7 passes de Damien Lillard, 30 points, 10 rebonds et 6 passes pour Giannis Antetokounmpo. Il y avait un autre choc à l'Est, c'est celui justement entre ceux qui prétendent devenir peut-être le principal concurrent de Boston, un choc entre Cleveland et New York au Madison Square Garden et victoire des Cavaliers, les Cavaliers qui sont allés s'imposer à Manhattan 110-104 avec un excellent Darius Garland. C'est un peu celui qu'on n'avait pas trop vu sur le début de saison et là 34 points, surtout 15 points dans le Money Time. Cleveland qui fait la différence dans le quatrième quart-temps, qui prend le dessus sur New York à ce moment-là et Cleveland qui est lui aussi, enfin c'est aussi une équipe qui a 4-0, 4 matchs, 4 victoires. Ouais, t'as raison. Et puis c'était, comme tu le soulignais, le match a été serré jusqu'au bout. Ça s'est décidé sur la fin. Il me semble que, je crois que Jalen Brunson n'a pas terminé le match, si je me trompe pas. Je me demande il est pas sorti Il s'est, il, sur blessure. il s'est blessé à la cheville. Il s'est blessé à la cheville. Il est sorti un moment dans le troisième quart-temps. Je ne sais pas s'il est revenu ensuite. Là, j'avoue, ça, je te. Ouais, c'est ça. Là, tu m'en J'ai demandes pas trop. pu Mais voir je pense. le match en. Si, si, il est revenu. Il est revenu. Pardon. Il est revenu, ok. Il est En tout revenu. cas, un petit peu diminué. Euh, voilà, match sans adresse pour Brunson. Il fait 8 sur 24, 21 points, quand même 7 passes. Euh, Pas inintéressant ce match pour New York. C'est vrai que. Non, c'est Karl Anthony Towns, par contre, donc, qui n'a pas fini le match, qui sort pour 6 fautes. Euh, bon, New York, ça se met en place. Je pense que pour l'instant, je suis un peu surpris, tu vois, de. Alors, ça peut être vu comme une bonne manière. Il y a une énorme répartition des tirs, en fait, dans le 5 majeur de New York. Je me demande quand même si pour l'instant, l'apport offensif de Karl Anthony Towns est suffisant. Je pense que j'ai l'impression qu'il finalement, il est peut-être un petit peu trop discret en attaque pour vraiment faire la différence qu'attendait New York sur ce début de saison. Par contre, ce qui est intéressant, tu le soulignais, c'est surtout dans cette victoire de Cleveland, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que les succès qu'ils ont réussi à avoir, ils ont pris différentes formes en fait. C'est-à-dire que là, tu disais, c'est le premier match où vraiment Garland est excellent. Il y en a eu d'autres où Donovan Mitchell était très bon. Il y en a eu d'autres où c'est Evan Mobley qui s'est mis en avant. Je trouve qu'on sent quand même ce qu'on reprochait un petit peu par le passé. J'ai l'impression que Atkinson est en train de le gommer un petit peu dans le sens où il arrive à tirer le maximum sur ce début de saison en tout cas du talent qu'il a à disposition et c'est une belle victoire pour Cleveland. C'est voilà qui fait partie des équipes invaincues pour l'instant. Ouais, il y a de la ressource du côté des Cavs. Une équipe qui vient de débloquer son compteur, justement, c'est Denver. Les Nuggets, mais ça fut dur. Les Nuggets sont allés gagner à Toronto. Pas forcément l'équipe la plus flippante de la ligue. Et pourtant, il a fallu une prolongation et un énorme match de Nikola Jokic pour que Denver décroche enfin une victoire. Victoire 127-125 à Toronto. Après prolongation, je le disais, et donc 40 points, 10 rebonds de Nikola Jokic. Est-ce que tu es rassuré ou pas rassuré? Parce qu'il y a eu quand même du mieux sur plusieurs aspects, que ce soit le banc, que ce soit Jamal Murray, même un peu Michael Porter Jr. Et pourtant, ce fut quand même très dur. Je suis pas rassuré des masses, honnêtement. Je trouve pas ça rassurant que effectivement les Nuggets aient besoin que Jokic mette 40 points et surtout qu'il joue 44 minutes. C'est le joueur qui a le plus joué, si je me trompe pas, de toute la partie voilà, hier soir. Ça, je trouve pas ça rassurant pour Denver, même si effectivement, tu le dis, Michael Porter Jr. a retrouvé un petit peu d'adresse, Jamal Murray aussi, mais c'est trop compliqué. Tu devrais pas avoir besoin, si tu fais partie des contenders, de
tirer à ce point la corde et d'avoir à ce point besoin de Nikola Jokic pour venir à bout des Raptors qui ont bien joué, qui ont chèrement vendu leur peau. Scotty Barnes qui est au port du triple-double, 21 points, 12 rebonds, 9 passes, 5 interceptions. Voilà, c'est pas nul en fait en termes de talent les Raptors. Mais je trouve pas ça super rassurant, non. Qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé, toi? non, pareil, c'est pas la victoire où tu as envie de sauter en l'air en te disant ah, c'est bon, la saison est lancée. Tu prends 125 points contre Toronto. Après, oui, bien sûr qu'il y a du talent à Toronto, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui cherchent qui se développent encore. Et du coup, tu prends 125 points. Voilà, je le répète, la défense, c'est pas forcément le meilleur truc. Après, tu as Julian Strother qui apporte 9 points. Westbrook a mis 9 points aussi. Peyton Watson a mis 6 points. Bon, le banc était un peu plus percutant. Murray, il a manqué des tirs, mais 9 rebonds, 7 passes en plus de ses 17 points. Et c'est lui qui accroche la prolongation avec un lay-up dans la dernière minute. Mais c'est clair que Jokic, qui doit sortir un deuxième match à 40 points, qui a mis 7 points, 7 ou 8 points en prolongation. Bon, je me dis pas que la saison est lancée, quoi. Et que Au moins, ils en ont pris une, ceci dit, parce que voilà, c'est ça c'est qu'ils ça. étaient, ils avaient que des défaites jusqu'à présent, donc tu peux voir le verre à moitié plein en disant, bon, bah voilà, au moins celui-ci, on l'a pris, et puis on va espérer que ça aille mieux par la suite. C'est clair. Il y avait aussi, alors c'est pas un choc, mais un duel entre le premier et le deuxième choix de la draft, Zachary Rizaché et Alex Sarr, les deux Français qui étaient titulaires pour le coup, Sarr pour Washington, Rizaché pour Atlanta. Victoire de Washington, première victoire de la saison, 121-119, performance un peu décevante. Ouais, je suis déçu de la performance des Hawks, je vais le dire comme ça. Sarr, donc son équipe a gagné, c'est aussi lui qui a pris le dessus, on va dire, en termes de statistiques sur Rizaché. 7 points à 3 sur 11, il a été maladroit, il a encore pris beaucoup de 3 points, il en a pris 5, il n'en a mis qu'un seul. 7 points, 9 rebonds, une interception, 2 contres, donc voilà, belle activité d'Alex Sarr, tandis que Rizaché, c'est un peu troué. 1 sur 8 au tir seulement, 4 points. Après, il a 2 interceptions, 2 contres. Mais victoire des Wizards, portée notamment par Kuzma et Poole. Ouais, alors, faut reconnaître aussi que Atlanta était vraiment diminué, parce qu'on avait parlé à plusieurs reprises des absences de Bogdanovic, de Kevin Huerter. Là, ils n'avaient pas Onyeka Okongwu en plus, donc il y avait quand même pas mal d'absents du côté d'Atlanta dans les joueurs majeurs. La belle perf aussi, c'est celle de Bilal Koulibaly, qui termine avec 17 points. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle du côté de Washington. Après, on sait que c'est une équipe qui a quand même du talent offensif. Donc les soirs où ça marche très bien pour Kuzma et Poole, et si à côté de ça, quelques comment dire, joueurs de banc ou joueurs de la rotation arrivent à se montrer, c'est une équipe qui mettra des points. Là, j'ai l'impression que du côté d'Atlanta, et je ne sais pas si c'est premier petit coup de fatigue ou si c'est quand même les blessures qui commençaient à peser un petit peu lourd dans l'équation. Mais effectivement, après, voilà, ils perdent de 2 points. C'était pas non plus inatteignable pour Atlanta ce match. Ouais, très Young a shooté à 2 sur 15. 2 sur 10 Ouais. à 3 points. 13 passes décisives, mais 6 ballons perdus. Il y a Hum, Jalen Johnson jusqu'à été très bon ouais. du côté d'Atlanta avec 29 points. Son premier gros match en termes d'adresse à Jalen Ouais. Johnson. Donc 29 points, 12 rebonds, 7 passes. Il manquait même dans le match précédent, il rate des petits trucs de près. Tu vois, ça passait à pas grand chose. Il y a des tirs à 3 points qui tournent autour du cercle, qui sortent. Et ça peut affecter ta performance. Parce qu'au final, tu passes à 1 ou 2 paniers près d'avoir une ligne de stats plus flatteuse. Là, pour le coup, il a été bon, mais c'est plutôt ses coéquipiers qui ont pas suivi. Victor Wembanyama, tiens, on reste sur les Français. Ouais. Nouvelle défaite des Spurs contre les Rockets cette fois-ci, donc c'était la revanche des Rockets. Victoire 106 à 101 à San Antonio. Alors Wembanyama, il prend 20 rebonds en 35 minutes, 4 contre, 5 passes, mais tu as 14 points à 6 sur 14, 1 sur 5 à 3 points, seulement 2 lancers tirés et 4 ballons perdus. Et défaite du coup des Spurs contre Houston. Ouais, les Spurs qui n'ont jamais mené, je crois, dans ce match, Ouais, ils et n'ont jamais mené. voilà, qui ont Très été mal derrière commencé. tout du long. Alors finalement, ils reviennent bien parce que sur la fin, ça reste quand même serré. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rivalité qui est en train de se monter entre ces deux équipes du Texas. On en parlait hier entre nous, entre Şengün et Wembanyama. J'ai l'impression alors bien sûr, c'est pas une question de bif, mais une vraie rivalité en fait dans ces matchs du Texas. Donc intéressant à suivre. Effectivement, en termes d'adresse, là, c'était petit match pour Victor. On sait la différence que ça peut faire du côté des Spurs. Ce qui est intéressant, c'était le meilleur match en attaque de Chris Paul, qui termine avec 16 points. Voilà, 106-105, 5 points d'écart, ils reviennent plutôt bien sur la fin. Je pense qu'il y a pas... c'est pas dramatique. J'ai bien aimé la performance, enfin,
bien aimé. Pas forcément très adroit, mais Sohan qui termine avec 22 points, c'est intéressant aussi du côté des Spurs. Euh, j'ai beaucoup de mal à lire cette équipe des Rockets. Jalen Green fait un super début de saison, il est vraiment très très fort offensivement, mais je trouve que elle est pas facile à lire cette équipe. Je sais que beaucoup de gens l'attendaient très haut cette année en pensant que ça serait l'année de la confirmation. Je suis pas sûr que ça sera le cas. En tout cas, c'est une équipe qui est intéressante à suivre parce que intrigante, je trouve. Ouais, ouais, c'est une équipe qui va être dure à jouer, mais qui sera pas forcément la meilleure chaque soir, en fait. Ouais. C'est un peu le constat que je me fais sur les Rockets. Équipe chiante, mais pas forcément vraiment prête pour l'instant. Et moi, je la vois vraiment pas dans le top 6. Mais c'est vrai que Jalen Green, pour le coup, fait un gros début de saison. Il a mis encore 36 points la nuit dernière. Et Wembanyama, à l'inverse, on sent, voilà, il cherche toujours son rythme. De toute façon, c'était évident, hein. Il l'avait dit dès le premier match de la saison, il avait dit que ça lui prendrait plusieurs matchs. Alors, il avait entre-temps réussi à faire une belle perf en mettant des 3 points. Mais là, on n'y est pas encore. Et du coup, Mbanyama a besoin de se mettre dans le rythme, même s'il a 20 rebonds, 4 contre, forcément 5 passes décisives, c'est cool. Mais il n'y a pas le scoring qui suit pour l'instant. Hum, il y a eu un autre choc encore cette nuit, décidément beaucoup de chocs cette nuit. Phoenix contre Los Angeles, Suns Lakers et première défaite des Lakers, victoire des Suns 109-105. Alors Los Angeles tenait plutôt bien le match, mais c'est dans le quatrième quart-temps notamment que les stars des Suns ont fait la différence. 33 points de Devin Booker, 30 points de Kevin Durant qui a mis pas mal de paniers clutch. Et nouvelle victoire des Suns. Et mine de rien, du coup, les deux équipes ont le même bilan. 3 victoires, une défaite. Ça commence quand même pas trop mal pour Phoenix. Et voilà, Los Angeles, première défaite, je le disais, 29 points, 15 rebonds d'Anthony Davis, seulement 11 points pour LeBron James à 3 sur 14. Il n'est pas passé loin de mettre fin à sa série de matchs consécutifs à au moins 10 points. Il a mis un panier clutch à la fin à 3 points, qui l'a fait repasser au-dessus des 10 points du coup. Mais derrière, Los Angeles n'a pas su concrétiser. Ouais, ce qui était intéressant malgré tout, c'était que les Lakers avaient creusé l'écart, du moins avait fait un écart dans ce match sans avoir besoin de l'apport offensif de LeBron. Donc ça, quelque part, on peut dire que c'est intéressant et positif pour les Lakers. On en parlait un petit peu dans le podcast d'hier, Antoine. Tu sens quand même la manière dont la hiérarchie offensive de cette équipe a été recentrée autour d'Anthony Davis, qui fait un début de saison tonitruant. Euh, c'est la chose qui continue de m'interpeller quand même du côté des Lakers, c'est le temps de jeu des starters. Vraiment, je suis obligé d'en reparler à nouveau, mais voilà, les Lakers comptent énormément sur leur 5 de départ. Euh, Par contre, voilà, Phoenix, on savait que ça jouerait mieux. Là aussi, un nouveau coach, Budenholzer, je trouve que tu sens quand même tout de suite qu'il y a eu un impact dans le rendement offensif de cette équipe qui, pour l'instant, fait un excellent début de saison. Voilà, c'est pas, je sais pas trop quoi tirer finalement de ce match. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait un enseignement profond à retenir. C'est une victoire courte finalement de Phoenix. Il gagne de 4 points en allant le chercher sur la fin. Une soirée où LeBron était pas forcément en jambes. C'est une belle performance pour les Suns. Je pense pas que ce soit une contre-performance pour autant du côté des Lakers. Allez, on peut enchaîner un peu sur les autres matchs en un peu plus rapide. Miami a battu Detroit 106-98. Là, pareil, c'est un comeback sur le tard. Enfin, en tout cas, c'est Miami qui fait la différence sur le tard. Il y a encore eu un bon match de Kate Cunningham au scoring. Il a mis 24 points avec 8 rebonds, 6 passes. Lui aussi, il commence très bien la saison, mais autour, c'est plus compliqué. Et pour Miami, le trio Rosier, Hero, Butler a bien fonctionné. Faut savoir, en tout cas, en termes de points marqués. Je ne parle pas sur les rotations quand ils sont tous les trois ensemble, mais 20 points de Terry Rosier, 19 points de Tyler Hero et 23 points avec 4 interceptions et 7 passes de Jimmy Butler. Et Miami qui décroche sa deuxième victoire de la saison. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que même si Miami était derrière une bonne partie du match, ou du moins que c'était contesté, ils ont pas paniqué finalement. Ils ont pris le match dans le quatrième quart-temps sur la fin, à l'expérience, j'ai envie de dire. Ce qui est un petit peu inquiétant pour Détroit, c'est ils font encore un début de saison catastrophique. Et que même 0-4. si, bah ouais, 0-4, et même si tu peux dire, ouais, ils étaient pas loin, mais à un moment, si tu les prends pas, tu les prends pas. Et on savait, voilà, que Détroit serait pas fort, mais moi, je me disais, bon, bah, cette année, au moins, ils vont pas faire le même début de saison que la saison passée. Il y a un moment, va falloir les prendre quand même. Chicago a battu Memphis à Memphis 126-123. Il n'y avait pas de Ja Morant pour les Grizzlies. 30 points de Desmond Bain. Un bel apport du banc d'ailleurs. Il y a un très bon début de saison de Scottie Pippen Jr. 14 points, 10 passes là sur ce match, mais il est bon à chaque fois qu'il rentre. Le fils de Scottie Pippen. Du côté des Bulls, là aussi, pareil.
Quatrième quart-temps, à l'expérience, Zach LaVine. 30 points pour Zach LaVine au total et il en met, je ne sais plus combien dans le quatrième quart-temps, une dizaine. Ouais, 11 dans le quatrième quart-temps, 22 points de Nikola Vucevic, 20 points pour Kobe White. Et mine de rien, les Bulls qui sont à 2 victoires, 2 défaites après 4 matchs. Ouais, et Josh Giddey qui termine aussi pas si loin du triple-double, 12 points, 13 rebonds, 8 passes, et il prend un rebond vraiment déterminant à la fin, un rebond offensif. Euh, ouais, c'est marrant cette équipe des Bulls, on sait toujours pas quoi en déduire, quoi en tirer. Du côté des Grizzlies, tu l'as dit, sans Ja Morant, c'est quand même pas la même équipe, même si là, il y a des joueurs qui se sont montrés, notamment Aldama qui continue à faire vraiment un beau début de saison et Desmond Bane. Euh, elles sont dures à lire ces deux équipes. Honnêtement, voilà, moi je continue de pas être persuadé que les Grizzlies feront une très grande saison. Les Pareil. Bulls, je pense que voilà, je suis pas sûr que leur effectif actuel sera leur effectif de fin de saison non plus. En tout cas, en attendant, ils ont pris cette victoire. Chicago, il faut dire que voilà, ils ont trouvé les ressources pour aller la chercher. Dallas a battu Utah 110-102. C'était le troisième match de la saison pour Dallas. La deuxième victoire. Kyrie Irving est un peu le seul qui a eu de l'adresse du côté des Mavs, du côté des stars des Mavs. 23 points, 6 rebonds, 9 passes pour Kyrie Irving. Luka est passé un peu à côté, même s'il frôle le triple-double. 15-9-8, mais à 5 sur 22. Et Klay Thompson a mis 18 points. Du côté du Jazz, il y a eu la grave blessure de Taylor Hendricks. J'ai pas osé regarder. Aucune Fracture de la image jambe. de ce match parce que je voulais pas tomber sur sa fracture de la jambe avec même la cheville aussi qui s'est disloquée. Enfin bref, il sera absent toute la saison. Taylor Hendricks, là, c'est un an d'absence. Ouais, C'est terrible pour lui qui est un jeune joueur que le Jazz aimerait bien développer. ouais, coup dur. Tu parlais de Doncic, tu vois, c'était soirée catastrophique en termes d'adresse. Je crois il finit par, je sais plus, oui, il finit par mettre un tir à 3 points. Ça aurait été, je crois, le premier match depuis je sais pas combien de temps s'il n'avait pas réussi à mettre un tir à 3 points. Euh, voilà, après, tu vois malgré tout la marge quand même qu'a cette équipe de Dallas, où même un soir en dedans comme ça, pour le coup, eux, ils arrivent à prendre les matchs qu'il faut prendre absolument. Donc, match, comment dire, euh, ouais, si, intéressant pour Dallas, que ça montre que même si Luka met pas dedans, cette équipe a quand même suffisamment de ressources offensives pour aller chercher une belle victoire. Et ils ont quand même bien comment dire, limité l'impact de Lauri Markkanen, je trouve, sur ce match-là. Donc, belle victoire pour Dallas au bout du compte. Ouais, 17 points à 4 sur 15. Et Sacramento est allé chercher sa première victoire de la saison en battant Portland 111-98. Du côté des Blazers, il y a eu 20 points, 11 rebonds de Dominaton, DeAndre Ayton, 18 points de Scoot Anderson en sortie de banc. Et du côté des Kings, 24 points de De'Aaron Fox, 23 points de DeMar DeRozan, 16 points, 13 rebonds, 7 passes de Domantas Sabonis. Voilà, victoire des Kings. J'ai même pas regardé le récap de ce match pour l'instant. Je n'ai vu aucune image de Sacramento-Portland. Dominaton, quand même, qui signe un record, qui égalise un record au bout du compte, là. C'est le premier joueur depuis Bill Walton de la franchise, donc des Blazers, a commencé une saison par 4 double-doubles de suite. Donc, tu vois, tu te moques de Dominaton, mais. Ouais, bah écoute, il a intérêt à faire une bonne saison. Lui, pour le coup, il peut aussi aller récupérer un trade, soit vraiment s'inscrire dans le projet à Portland, mais vu qu'ils ont drafté Donovan Clingan, j'y crois qu'à moitié, soit éventuellement aller chercher un trade dans une autre équipe en cours de saison, à voir pour Non, non, mais Ayton. je plaisante, mais tu sais, c'est les records où tu dis, mais qui se rappelle de ça, quoi. Ça, c'est juste, ça m'a fait rire en voyant la ligne de stats. Pour les Kings, c'est un petit peu ce qu'on disait, presque ce qu'on disait pour Denver tout à l'heure. Bah, c'est bien qu'ils aient commencé aussi par prendre une victoire. Il était temps. Il était temps, parce que voilà, c'est aussi une équipe qui a des ambitions pour la saison. Donc voilà, c'est normal quelque part qu'ils soient imposés face à Portland. Et encore, je sais plus déjà si tu l'as mentionné, parce que je voulais tellement sortir ma stat sur Dominaton que j'ai pas entendu si tu l'as dit. Mais bon match encore de Scoot Anderson en sortie de banc. Un peu moins adroit que sur certains matchs, mais c'est vraiment un joueur qui va avoir de l'impact tout au long de la saison. Ah, il met du dynamisme. Il met du Ouais. dynamisme au scout quand il rentre. C'est à chaque fois. De toute façon, lui, pareil, hein, peut-être qu'il va finir dans le 5 majeur. Là, au moins, ça lui permet de jouer contre des deuxièmes 5, de prendre son rythme comme ça. Puis, je pense que c'est pas plus mal. Je pense que c'est vraiment pas plus mal pour Portland. Mais effectivement, 18,5 passes. On peut peut-être finir avec juste la statue de Dwayne Wade. On n'en a pas parlé hier. Ça aurait pu nous faire marrer pourtant. Donc, Miami a dévoilé une statue de Dwayne Wade devant la salle. J'ai oublié le nom de la salle maintenant, vu que ça a changé plusieurs fois en quelques années du côté du 8. Je me souviens plus le nom de la salle. On va Je vais rester te, sur je vais American je vais te Airlines, retrouver c'est à ça. l'époque.
J'ai trop trouvé ça. Vas-y, continue. Je me souviens quand il cherchait le naming, il y avait un site porno qui avait proposé je sais plus combien pour, pour récupérer le nom de la salle. Mais du coup, la statue, elle a beaucoup fait parler parce que ça ne ressemble pas du tout à Dwayne Wade. Bah alors, pas du tout. Lui-même, d'ailleurs, l'a dit sur le coup quand il dévoile la statue. Il dit, ah, je sais pas qui c'est ce mec-là. Alors après, c'était de l'humour parce que lui, il a validé la statue et il l'a même défendu derrière. Il a dit non, mais le but, c'était pas que ça me ressemble, c'est que ce soit une version artistique de moi-même. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques et de retombées négatives. Et quand même, Dwayne Wade s'est senti obligé de défendre aussi l'auteur de la statue parce que lui aussi apprécie la statue, apparemment, Dwayne Wade. Il trouve ça cool. Il y en a beaucoup qui ont comparé ça à Morpheus dans Matrix. Donc J'avais voilà. pas vu cette comparaison. Ah bah Par la contre, photo est une celui qui grosse trouve que tête. ça ressemble à Dwayne Wade, c'est que vraiment, il est pas physionomiste, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais jamais de Non, la c'est vie, pas ça du ressemble tout. à Dwayne Wade, ouais, c'est pas C'est pas possible, du quoi. tout Dwayne Wade. Après, une C'est le. statue, ouais, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Non, j'ai trouvé le nom, c'est le KCIA Center. Ouais, merci. Pardon. Vas-y. Non, mais c'est bon. Après, voilà, c'est le principe de. La question, c'est est-ce que c'est une sculpture ou est-ce que c'est une statue en fait? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, quoi. Dans le sens, si c'est une statue, tu cherches quelque chose qui est vraiment ressemblant. Si c'est une sculpture, bah, c'est un traitement artistique et finalement, t'es pas obligé de chercher à ressembler au trait, mais tu essaies de communiquer que tu trouves une énergie ou un mouvement qui te fasse penser à l'athlète. Celle-ci, quand même, de toutes celles qu'on a vues, je pense que c'est celle qui est quand même la plus ratée en termes de ressemblance. Même l'attitude, tu vois, pour avoir suivi quand même, j'ai eu l'occasion de Raymond. suivre toute la saison de Dwayne Wade, tu vois, toute la saison, toute la carrière de Dwayne Wade, même l'attitude sur la statue, ça me fait pas penser particulièrement à Dwayne Wade, je sais pas, c'est très très étrange. Ouais, mais comme je te disais, vu que Dwayne Wade a dit on voulait une version artistique de moi-même, ça va plus dans sculpture, mais pareil, je reconnais pas du tout Dwayne Wade. Et comme toi, il n'y a pas une attitude où je me dirais, mais c'est Dwayne Wade sur cette action ou tel truc ou tel mimique culte qu'il aurait. Et t'as les gens sur Internet sont marrants parce que du coup, il y a plein de moments photoshopés avec des photos cultes du hit. Tu sais, par exemple, quand il y a les trois. LeBron, Chris Bosh et Dwayne Wade, et à chaque fois il remplace la tête de Dwayne Wade par la tête de la statue. Et franchement, c'est magnifique, notamment sur le Hollywood. C'est sur le Hollywood, pas LeBron James, où il a les Comme bras ça, comme ouais. ça. Et ils ont mis sa tête. Non, franchement, c'est trop. Mais ouais, non, c'est raté. C'est complètement raté. Moi, perso, je trouve ça complètement raté. Mais bon, écoute, que tu sais, l'art, c'est subjectif. Et si lui, ça lui va, et apparemment, alors je sais pas s'il a tenu à défendre la statue vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de critiques ou si c'est parce que vraiment il kiffe la statue. Mais si lui, ça lui va, bah écoute, tant mieux. Au moins, c'est marrant. Après, l'avis des athlètes de basket sur l'art, c'est quand même, t'as raison, c'est subjectif. Il suffit de voir parfois leurs intérieurs pour te dire qu'effectivement, les goûts et les couleurs, ça se discute pas forcément, quoi. Ou même leur tenue vestimentaire, hein. T'as déjà vu Kyle Kuzma se pointer à un match de basket ou Russell Westbrook, c'est Ou quelque Tyrese chose. Haliburton, effectivement. Ouais. Ça peut parfois être compliqué, mais bon, qu'est-ce qu'on y connaît à la mode. Écoute Théo, on va s'arrêter là. Il y avait beaucoup de matchs. De toute façon, on a le podcast où on a hier parlé beaucoup d'équipes. C'est même pas pour faire de la pub là que je le dis pour le coup, c'est juste parce qu'effectivement on a abordé beaucoup d'équipes en profondeur et les constats aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc voilà, les conclusions hâtives de cette première semaine, on a débriefé ça ensemble. Je vous invite à écouter ça si à un moment vous avez une heure à perdre ou une heure de trajet dans les transports ou allez savoir si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à prêter une oreille ou à jeter un œil. Nous, pour le coup, on se retrouve demain pour un CQFR et aussi, a priori, bientôt pour un deuxième CQFR où on répond à vos questions, un deuxième ce à quoi il fallait répondre. On s'est dit qu'il y avait tellement de questions qu'on allait en faire 2 cette semaine. Donc voilà, ça ne devrait pas tarder demain, jeudi, ça ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. Bah, bonne Ouais, journée. ouais, bonne journée à tous. Ouais, ciao, ciao, pardon Théo. Allez, ciao à tous. Salut.